Bien, donc je vous renouvelle, des mots de bienvenue. Il y a encore quelques personnes qui arrivent. La salle, théoriquement, sera pleine et c'est une grande satisfaction. Merci à vous toutes et à vous tous, de d'avoir choisi cet atelier. Je suis Thierry Sabot, le directeur de l'A, qui est la structure qui, heu, anime la construction et le déroulement, le suivi de ce forum. C'est la dernière demi-journée. Hem, Vous avez, aujourd'hui, décidé de participer à une table ronde sur le thème, de l'éducation artistique et culturelle, la labellisation 100 EAC, du pass culture. Voilà, personne ne s'est trompé d'atelier. Je je donne le thème tout de suite au cas où, tout le monde est bien au bon endroit. Nous sommes, nombreuses et nombreux, pour venir, partager des informations, discuter avec vous. Voilà, pour nous, c'est important, ce matin, bien que nous soyons nombreux à prendre la parole, que nous réservions, du temps pour, un échange, des questions, des réponses, grâce à vos pertinentes questions que vous ne manquerez pas de nous poser. Je, ferai une petite, introduction, problématisation, dans un instant, mais peut-être que, si vous me le permettez, je vais passer, la parole à Maëlys Descazaux, qui était à côté de moi, qui est la directrice régionale des affaires culturelles. Voilà, elle va vous dire un mot de bienvenue et introduire en quelques mots cette table ronde. Merci beaucoup Thierry et merci, d'ailleurs en préalable, à l'agence, A pour, cette organisation, parfaite jusqu'à présent du forum Entreprendre dans la culture. On va voir si ça se confirme ce matin, donc grosse pression. Hem, Quelques mots, également pour vous remercier d'être, présents nombreux, c'est un poil impressionnant. C'est certainement le signe, que les questions qui vont être abordées ce matin vous interpellent, tous. Évidemment le pass culture puisque c'est enfin le fil rouge des discussions de ce matin, a posé de nombreuses questions au moment d'abord, où il a été, pensé et annoncé et puis, mis en œuvre, des questions, qui, étaient, de 2 ordres auxquels se sont rajoutées d'autres derrière ensuite puisque l'outil, a muté. La question d'abord du fait que le ministère de la culture passait, d'une démarche, de l'offre de culture dans le champ, patrimonial, de la création, des industries culturelles, à une démarche complémentaire, de demande, d'incitation à la demande et peut-être à la consommation. Et ce débat, certes, peut-être aujourd'hui, il est derrière nous, si ça n'est pas le cas, et on est évidemment là pour en parler aujourd'hui. La deuxième question qui a été soulevée au départ, c'était celle de la place du numérique. Est-ce que le ministère de la Culture quelle devait être la position du ministère de la Culture face à l'intrusion du numérique, dans le secteur culturel et l'objet, pass culturel, a été aussi, donc l'occasion de renouveler cette question. Là encore, je crois qu'il est important que nous puissions en parler ce matin. Avec la généralisation et puis l'extension aux plus jeunes, la création d'une part collective, d'autres questions sont venues se poser, celle de la visibilité des offres, culturelles, des propositions culturelles, notamment les plus accessibles et les gratuites qui paradoxalement sont peut-être moins visibles et donc aujourd'hui on voit que le pass culture a fait la démonstration de son efficacité, a fait la démonstration en tout cas du fait parvenait à s'adresser, correctement aux jeunes qui l'ont massivement adopté. Mais, il est important qu'on n'ignore pas ces questions pour, aller encore plus loin et qu'il puisse, davantage, encore qu'aujourd'hui, produire les effets que l'on attend de lui, notamment, dans le cadre de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, on va en parler, mais pas seulement, pour s'assurer, tous ensemble que les jeunes ont, l'accès le plus facilité à l'offre culturelle qui les, entoure, tout à fait à proximité, voire un peu plus loin puisque c'est aussi une des facilités de cet outil. Voilà ce que je voulais dire sur les questions qui nous traversent et nous animent et qui vont certainement, voilà, être évoquées, à l'occasion de la table ronde. Merci Maëlys, je crois que tu devras nous quitter, avant la fin de la table ronde, donc voilà. Bien, écoutez, on a, 1 heure et demie à passer ensemble. On aura 3 temps dans cette table ronde. Un premier temps, qui consistera
à donner à la personne qui sont ici présentes, pour vous présenter, à l'écran, le pass culture tel qu'il existe aujourd'hui, une intervention, de la DRAC et de l'éducation nationale, de la DAC exactement, mais je vais y revenir dans un instant. Puis ensuite, nous aurons 2 témoignages, un témoignage d'une collectivité, un témoignage d'une compagnie, puis ensuite nous aurons un temps d'échange, avec vous. Donc les personnes qui sont à mes côtés, je vais rapidement les présenter. À côté de Maëlys, vous avez donc Sophie Lecointe, qui est directrice adjointe déléguée à la DRAC, directrice du pôle démocratisation et action territoriale. Voilà. Vous avez à ses côtés Marine Gauvin, qui est responsable coordination EAC au sein de la SAS Passe Culture. Vous avez à ses côtés Jean-Philippe Ibos, compagnie directeur artistique. Oui, oui, oui. Acteur, metteur en scène au sein de la compagnie de l'Atelier de mécanique générale contemporaine. À ses côtés, vous avez Catherine Duprat, qui est donc la directrice générale des affaires culturelles de la ville de Bordeaux. Et puis, pour clore ce tour de table, Catherine Darouzet, qui est déléguée académique à l'action culturelle au rectorat de Bordeaux, et elle est également chef du service interacadémique pour l'éducation artistique et culturelle. Voilà, donc jusque-là, j'ai pas dit de... Tout va bien, je ne me suis pas trompé. Bon, très bien. Donc, si vous voulez bien, dans un premier temps, nous allons donner la parole à Marine, qui va vous présenter le pass culture tel qu'il fonctionne aujourd'hui, avec ses différentes évolutions. Si dans la salle, nous utilisons un acronyme qui vous est inconnu, ce qui peut arriver très facilement, on en est désolé, il faut le dire immédiatement. Est-ce que EAC, ça va pour tout le monde? C'est bon? OK. Bon, bah, pour les autres, vous n'hésitez pas à vous manifester et nous les compléterons immédiatement. Et puis si vous voulez bien, voilà, si vous avez des questions de compréhension ou pour entrer dans la phase plutôt de débat, peut-être les restes si vraiment vous ne pouvez pas vous retenir, mais en tout cas les réserver pour le deuxième temps. Voilà. Je vais, voilà, directement passer la parole à Marine. Il faut appuyer sur le bouton qui est ici. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. Voilà. Et ben, bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et je vous remercie d'être, si nombreux pour, parler tous ensemble du sujet passionnant de l'éducation artistique et culturelle. Donc comme le disait Thierry, moi l'objectif de mon intervention, c'est, de refaire le point sur le fonctionnement du pass culture, son cadre, d'opération vis-à-vis des ministères qui sont nombreux, qui sont engagés dans ce dispositif. Puis, faire le point sur aujourd'hui, quand on est un acteur culturel, une collectivité, un jeune, comment est-ce qu'on s'en sert? Pour que, tout le monde ait le même niveau d'information. Donc pour rappel, donc le dispositif qui a fêté sa première année et qui a bien commencé sa 2e année d'existence, c'est donc un projet d'État qui est né de la volonté de mettre à disposition des jeunes, comme le disait madame Dupraz, un dispositif qui favorise pardon. Je suis désolée. Excusez-moi. Hem c'est l'idée, c'est vraiment de favoriser l'accès à la culture. Donc effectivement, de parallèlement au développement d'une politique culturelle en faveur des acteurs culturels, mettre en place les moyens pour attirer et permettre aux jeunes d'aller, en direction de ces acteurs culturels pour diversifier leurs pratiques culturelles et surtout, révéler à leurs yeux la richesse culturelle de leur territoire local. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État, les acteurs culturels, l'environnement scolaire aujourd'hui et les collectivités territoriales. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en commun les compétences, les pouvoirs et les expériences de chacun pour que la jeunesse de chaque territoire puisse s'émanciper et finalement s'autonomiser dans ses choix culturels qui participent aussi à la construction de ce que c'est qu'aujourd'hui un citoyen, dans l'ensemble de la connaissance de son territoire dans tous ses aspects. La gestion et le développement de cette mission a donc été confié en juillet 2019 à la SAS Pass Culture, qui est, une société dont les 2 seuls actionnaires sont, le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts.
En quelques dates, donc, le pass culture a fait l'objet pendant 2 ans, entre 2019 et 2021, d'un temps d'expérimentation dans 5 puis 14 départements pilotes. Le 21 mai 2021, il a été généralisé à l'ensemble du territoire et depuis en septembre 2021, il a fait l'objet d'une nouvelle expérimentation qui, cette fois, concernait la part collective du dispositif, c'est-à-dire son expansion à la fois aux jeunes de 15 à 17 ans et l'intégration des ministères en charge de l'éducation des jeunes, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, de l'Agriculture, des Armées et de la mer, avec la mise à disposition d'un nouveau budget à destination des enseignants. Et cette part collective, après cette expérimentation de quelques mois, a fait l'objet d'une nouvelle généralisation en janvier 2022. C'est-à-dire que là, en septembre, on a commencé la première année scolaire avec une part collective généralisée sur l'ensemble du territoire, première année scolaire complète où les enseignants vont pouvoir l'utiliser. Pour rappel, parce qu'on vous partagera le document, le dispositif Pass Culture est encadré par 2 décrets et leurs arrêtés d'application, par les conventions signées entre la SAS Pass Culture et chacun des ministères engagés dans le dispositif, les conditions générales d'utilisation qui nous lient à nos utilisateurs et aux acteurs, culturels engagés sur la plateforme et la part collective, du pass culture, son fonctionnement est explicité dans un vade-mecum qui a été publié récemment, qui est consultable par tous et qui accompagne la prise en main de ce nouvel aspect, du pass culture. L'idée du pass, donc on le disait, c'est intensifier et diversifier les pratiques culturelles des jeunes. L'idée, c'est que le pass culture, c'est vraiment un bien public partagé qui est au service de tous. C'est des nouveaux moyens importants qui sont mis au service de la jeunesse, à la fois par une autonomisation personnelle que les jeunes peuvent, mettre, en branle par l'application, mais aussi à destination, en fait, du secteur culturel, en leur facilitant l'accès à ce public-là et enfin, la présence d'une équipe dans toutes les régions, puisqu'on a des chargés de développement territoriaux et d'autres métiers répartis sur l'ensemble du territoire. Donc comme je le disais, le pass culture, c'est une application gratuite que les jeunes peuvent utiliser sur leur téléphone. Ils peuvent aussi y accéder par ordinateur pour ceux qui ne disposent pas d'un smartphone. Pour les jeunes de 15 à 17 ans, ils bénéficient d'un crédit de 80 € qui est réparti en 3 ans, en 3 échéances, de versement et d'une enveloppe de 120 € qui est mise, au service de leur découverte culturelle par leurs enseignants qui vont pouvoir s'en saisir pour financer des opérations d'éducation artistique et culturelle qui montent dans le cadre de leur projet pédagogique scolaire. À partir de 18 ans, chaque jeune dispose de 300 € de crédit qu'il va pouvoir utiliser de manière libre sur l'ensemble du territoire auprès de tous les acteurs engagés dans le dispositif. Et donc, comme le disait la vidéo, aujourd'hui, c'est 14 000 lieux culturels qui proposent des offres aux jeunes. Côté acteurs culturels, le Pass Culture, c'est une interface en ligne sur laquelle peuvent être proposées toute la programmation des lieux. Un outil qui permet donc d'accéder aux jeunes de son territoire, mais aussi plus largement une mise en avant nationale quand l'acteur culturel ou l'offre le permet. C'est un outil qui permet de connaître les pratiques et les usages culturels des jeunes parce qu'en fait, le suivi des réservations et le suivi statistique des consultations des pages permet aux acteurs culturels de savoir ce qui fonctionne moins bien, ce qui peut, attirer, les jeunes plus ou moins. Et enfin, c'est, un outil qui permet vraiment de se faire connaître sur un territoire donné, et ça donne donc la possibilité aux lieux de travailler, en réseau à destination, de jeunes, d'un territoire donné. Hem Comme, le disait Thierry, en introduction, le dispositif a donc, connu un grand succès et qui continue à se confirmer. Aujourd'hui, on a donc plus de 2,5 millions de jeunes qui ont été inscrits, qui se sont inscrits sur le dispositif. En Nouvelle-Aquitaine, c'est presque 200 000. Dont 85 000 de jeunes qui ont entre 15 et 18 ans. Donc le dispositif, gagne vraiment à être, enfin gagne en succès aussi sur cette tranche d'âge. On mesure à peu près 70 des jeunes de 18 ans en France qui bénéficient du pass, qui s'en servent, presque 40 pour les jeunes de 15 à 17 ans. Comme je le disais,
plus de 14 000 acteurs culturels qui sont actifs sur le Pass et donc qui décident de proposer leur programmation aux jeunes dessus, plus de 15 millions de réservations et plus de 65 millions d'offres, créées et réservées. En Nouvelle-Aquitaine, c'est plus d'1 million de réservations réparties sur 1 000 lieux culturels actifs, sur la région. La richesse culturelle qui est proposée aux jeunes et donc dont, les milieux, actifs en Nouvelle-Aquitaine sont l'illustration directe, c'est, des places et abonnements pour le théâtre, le cinéma, les musées, mais aussi, la possibilité d'acheter des biens culturels, autant des livres que, des CD ou des instruments de musique, l'accès à des services numériques également, des rencontres avec des artistes, des musées dans les lieux, muséaux, patrimoniaux, les centres d'art, les centres de culture scientifique et l'accès à un ensemble, de cours et de matériel qui permettent de pratiquer, l'ensemble des beaux-arts et de la musique. Donc comme je le disais, le Pass aujourd'hui, c'est 2 dispositifs complémentaires pour les 15-17. Donc les 80 € sont répartis en 3 crédits différents. À 15 ans, on a 20 €, à 16 ans, on a 30 € et à 17 ans, on a à nouveau 30 €. Ces 3 crédits sont cumulables pour, donc ce qui fait qu'un jeune qui se sent un peu l'âme, d'un écureuil, peut, économiser et arriver à 80 € de crédit au bout de 3 ans. Et cette part individuelle et donc se fait en fait l'écho, disons à la sphère privée d'une part collective qui a été mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Armées et le secrétariat d'État à la mer, pour mettre à disposition des enseignants de leurs établissements publics et privés un nouveau crédit qui permet de financer des actions d'éducation artistique et culturelle menées en groupe sur temps scolaire, encadrées par les enseignants. L'idée, c'est que, aujourd'hui, les établissements concernés par ce dispositif reçoivent en début d'année un crédit qui est calculé au prorata de leur effectif. On verse, 25 enfin on, les ministères concernés versent chacun 25 € par élève de quatrième et de troisième, 30 € par élève de seconde et de CAP, 20 € par élève de première et de terminale. En moyenne, ça fait un budget d'environ 800 € par classe par an pour financer des actions d'éducation culturelle dans tous les domaines éligibles, donc qui sont listés ci-dessous. On parle donc à la fois du cinéma, de la CSTI, du patrimoine, des médias et de l'information. Et l'idée, c'est que le pass culture, c'est un nouveau dispositif, ça ne remplace pas ce qui est existant. Ça donne une nouvelle capacité d'agir aux enseignants en leur permettant de développer des projets qu'ils avaient déjà mis en place, de les étendre ou de donner, envie à des enseignants qui peut-être ne s'étaient jamais lancés dans cette aventure, de démarrer des projets d'éducation artistique et culturelle avec leur classe. Les liens entre la part individuelle et la part collective, c'est que la part collective, ça permet, comme je le disais, donc c'est un plus par rapport au dispositif existant. C'est vraiment des moyens supplémentaires importants pour atteindre l'objectif de la généralisation du 100 EAC. C'est vraiment un changement d'échelle et ça se fait à la fois par la possibilité d'enrichir et d'initier des nouveaux projets. La part individuelle, elle, elle permet toujours d'autonomiser les jeunes, mais de commencer cette autonomisation avant les 18 ans pour que ça se fasse vraiment sur la durée et l'extension à venir du dispositif, de la part collective uniquement sur les classes de 6e, 5e répond aussi à ce besoin d'amener les jeunes de plus en plus tôt et de plus en plus sur la durée à découvrir leur environnement culturel. Donc pour le côté vraiment pratico-pratique, aujourd'hui, la part individuelle, elle repose sur 3 environnements techniques différents. La plateforme Passculture Pro, sur laquelle les acteurs publient leurs offres, l'application Passculture à destination des jeunes, sur lequel se font les réservations, et EduConnect pour les élèves des établissements publics du ministère de l'Éducation nationale, qui permettent aux jeunes de se connecter à l'application. Donc un jeune, pour accéder au contenu culturel de son établissement culturel, ça se passe de son territoire, pardon, ça se passe en 3 étapes. Première étape, l'acteur culturel se connecte sur la plateforme Pass Culture Pro, publie des offres. Il crée
Donc, deuxième étape, ils créent des offres. Et troisième étape, les offres sont visibles et géolocalisées sur l'application. Aujourd'hui, 85% des consultations de l'application sont géolocalisées. Donc, les jeunes ont vraiment saisi le dispositif et compris que l'objectif, c'était de voir ce qu'il y avait autour de chez eux et autour de là où ils se trouvaient quand ils se déplaçaient. Côté jeunes, donc les bénéficiaires se connectent à l'application, ils parcourent les offres et ils les réservent et ils bénéficient de leur réservation en se présentant dans les lieux culturels. Le pass culture ne permet pas la livraison de biens. Donc l'objectif, c'est vraiment d'amener les jeunes à réserver des livres et à aller découvrir leur librairie de proximité. Heu, enfin, un exemple, parmi d'autres, mais voilà. La part collective, elle repose sur 2 environnements techniques différents. Adage, pour les enseignants et les chefs d'établissement, qui permet de parcourir les offres proposées à leur destination. Et la plateforme Pass Culture Pro, toujours, qui est vraiment le même environnement pour les acteurs culturels. Le principe côté acteur culturel, c'est que pour proposer des offres collectives, l'acteur doit être référencé dans l'annuaire Adage, qui est un outil interne du ministère de l'Éducation nationale qui permet le pilotage en fait du volet culturel des établissements scolaires et la description des parcours d'éducation artistique et culturelle menés par les enseignants. Une fois que l'acteur est bien référencé dans cet établissement, il peut publier des offres, donc aujourd'hui à destination des élèves de 4e à la terminale. Et ces offres sont visibles sur Adage et disponibles à la réservation par les enseignants. Un petit point sur le référencement Adage. L'objectif, de cet annuaire, c'est, de proposer aux enseignants un annuaire qui liste des partenaires culturels connus à la fois par les rectorats et les DRAC pour la qualité de leur action en matière d'éducation artistique et culturelle. Pour s'assurer que, ces acteurs sont, au fait des 3 piliers de l'EAC, que sont les rencontres, les pratiques et les connaissances. Et que donc les projets menés par les enseignants vont vraiment être construits en partenariat avec des acteurs qui sont aussi engagés dans cette démarche et au fait de la nécessité de qualité pédagogique des actions qu'ils proposent. Donc les étapes pour être référencé sur, Adage, c'est de se rendre sur un formulaire qui redirige vers la bonne démarche à remplir selon son cas, si on est, une association, si on est un artiste indépendant. Remplir ce dossier qui est ensuite examiné par une commission régionale, propre à chaque territoire. Cette commission régionale, elle regroupe les rectorats et la DRAC. Et si l'avis rendu est favorable, le demandeur est ajouté à l'annuaire Adage une fois qu'il a créé son compte sur le Pass Culture. Donc côté établissement scolaire, ça se fait en 4 étapes. Les enseignants peuvent consulter les offres, collectives sur Adage, puis les pré-réserves dans le cadre d'une démarche de construction commune commune d'un projet d'éducation artistique et culturelle. Ils les rattachent à ces projets qu'ils ont décrits sur Adage et les chefs d'établissement confirment ces pré-réservations pour engager leur budget et donc assurer le paiement de cette prestation auprès des acteurs culturels. Voilà. C'était brutal, mais genre, c'était pour être sûr que j'avais toute votre attention. Bien, vous l'avez compris, il y a dans cet outil à la fois une dimension technologique, c'est-à-dire que, je sais pas, on pourrait peut-être dire que le Pass Culture, c'est un algorithme de service public, en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais derrière, en fait, cette dimension technologique, il y a une équipe. Et puis surtout, donc au sein de la SAS Pass Culture, mais surtout, il y a une collaboration, peut-être même une coopération, mais en tout cas une nouvelle gouvernance qui s'installe autour de l'éducation artistique et culturelle avec une articulation forte qui existe déjà depuis de très nombreuses années, mais qui va, me semble-t-il, grandissante entre un certain nombre de ministères. Et donc, voilà, ce matin, peut-être, à partir de cette première présentation, on va donner la parole donc, à la fois à une représentante du ministère de la Culture et de l'Éducation nationale pour voir comment, en Nouvelle-Aquitaine, concrètement, cette dimension individuelle et collective, puisqu'en fait, c'est peut-être celle-ci qui va nous intéresser peut-être davantage ce matin. Comment est-ce elle se met en place, comment elle se concrétise, puisque, mais ça va être dit en fait, hein, c'est-à-dire que ça ne vient pas remplacer ce qui existait avant, ça vient compléter ce qui existait avant.
Alors, dans la proposition initiale, il était question que Catherine, vous commenciez en premier. Est-ce que c'est toujours OK pour nous dire comment, voilà, en Nouvelle-Aquitaine, de votre point de vue, ces nouvelles dispositions se mettent concrètement en place avec les établissements? Je crois qu'il faut juste appuyer sur le bouton dessus. En principe, ça marche. Oui. Oui, génial, ça marche. Donc d'abord, bonjour à tous, évidemment. Merci encore une fois d'avoir choisi cet atelier. Beaucoup de choses ont été dites dans la présentation de Marine, qui était vraiment très complète et, me semble-t-il, très claire, à la fois pour ceux qui le découvrent, pour ceux qui découvrent Pass Culture ce matin et pour ceux qui le connaissaient déjà. Juste en propos liminaire, je voudrais indiquer qu'il y a du symbolique dans cette matinée, il y a du symbolique dans la table ronde que nous représentons ce matin, puisque l'éducation artistique et culturelle est vraiment une politique publique partagée. Et pour la réussir, on a besoin de tous les acteurs et pas simplement d'un acteur dans l'écosystème des arts et de la culture. Donc l'éducation nationale, les collectivités, le ministère de la Culture, les acteurs culturels, le public que vous constituez, nous sommes tous responsables de la réussite de cette politique publique. Alors c'est effectivement une politique publique qui veut que 100% des jeunes, donc 3-18 ans, fassent un parcours d'éducation artistique et culturelle grâce aux acteurs culturels que vous êtes. Côté éducation nationale, nous avons travaillé dans le sens donc de la part collective. En Nouvelle-Aquitaine, nous disposions d'un héritage puisque nous avions déjà des protocoles de travail communs avec le ministère de la Culture et avec les collectivités territoriales sous la forme de conventions, sous la forme de contrats ou sous la forme beaucoup plus souple finalement de relations de travail que nous avions déjà installées. Donc, Pass Culture est arrivé dans un paysage qui était déjà serein, fertile, harmonisé. Donc, finalement, cette réussite que nous sommes en train de construire, nous ne sommes pas encore au bout, puisqu'il n'y a pas encore 100% des élèves mais qui sont dans Pass Culture, que ce soit la part collective ou la part individuelle. Mais Marine vous l'a indiqué, nous venons de démarrer la première année scolaire, en fait. La dernière année a vécu celle de l'expérimentation sur les académies de Rennes et de Versailles, et la généralisation est arrivée au 1er janvier. Donc l'année scolaire dernière ne peut pas nous servir vraiment de baromètre parce que ça a été l'année de la mise en place. Cette année, en revanche, ce sera une année complète. Alors, tout est en ordre de marche. Je veux dire, Adage, qui est une application, donc éducation nationale, qui est en fait peut-être plus moins une base de données qu'un outil de pilotage, on va le dire comme ça. Adage signifiant application dédiée à la généralisation de l'éducation artistique et culturelle. C'est une plateforme nationale. Elle a vu le jour dans l'Académie de Versailles, mais elle a été développée au national pour être opérationnelle dans toutes les académies. Donc, Adage est en place, la part individuelle est en place, la part collective est en place, les établissements ont été formés, les acteurs éducatifs ont été formés dans les établissements scolaires, en même temps que les acteurs culturels. D'ailleurs, je suis assez mal à l'aise avec cette division entre acteurs culturels et acteurs éducatifs. Je trouve que notre monde est commun et nous l'habitons ensemble. Donc, nous travaillons vraiment dans le même sens. Donc, les choses sont en place. Les premiers chiffres sont très encourageants. Les commissions de référencement, donc, pour faire entrer un maximum d'acteurs culturels dans l'application, se mettent aussi en place. L'arrêté est assez récent, le Vademecum aussi. Je vous invite d'ailleurs à vous y reporter, vous y trouverez des informations importantes. Donc, tous les voyants sont ouverts. Si toutes les énergies arrivent à se fédérer autour de ce projet qui est maintenant quand même solidement installé, me semble-t-il, dans la vie publique, on ne peut que s'en féliciter. Le tout dernier point que je voudrais indiquer pour ne pas être trop longue, c'est que du côté de l'éducation nationale, la culture ne doit pas être pensée comme un supplément aux activités d'apprentissage et aux activités de formation. La culture est partie prenante de l'apprentissage et des activités de formation. On le sait, nos élèves ont besoin de savoir, mais ils ont besoin aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences psychosociales, et l'éducation artistique et culturelle fait partie de la construction
de ces compétences-là, ce qui signifie qu'elle ne construit pas simplement du savoir, elle construit aussi de l'être. Donc on s'occupe véritablement de la construction de la jeunesse, et cette jeunesse-là, elle elle est au contact, donc grâce à vous, de domaines, très larges. Marine l'a dit, mais je le redis, à la fois de champs artistiques, de champs de culture scientifique, technique et industrielle, de champs de mémoire, de citoyenneté au sens très large, d'éducation aux médias et à l'information. Donc la culture est envisagée dans ses aspects les plus larges, et donc les constructions qui se mettent en place entre 3 et 18 ans chez nos élèves sont vraiment partie prenante du projet éducatif que nous avons pour eux. Très bien. Catherine, peut-être juste une question avant de donner la parole à Sophie. Donc, votre service et votre équipe, en fait, est là pour accompagner les chefs d'établissement, les enseignants, dans l'identification, leur référencement au sein d'Adage et dans l'accompagnement, en fait, des projets qui sont soutenus grâce au Pass Culture. Alors oui, effectivement, mon service est en première ligne, mais tous les acteurs éducatifs sont également en première ligne, c'est-à-dire les inspecteurs d'académie en résidence, c'est-à-dire les inspecteurs d'académie en département, avec leurs équipes dédiées. Donc il y a une équipe académique. Vous l'avez dit, je dirige le service interacadémique de l'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire je coordonne et je dirige aussi les 3 DAC de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Donc on travaille vraiment à l'échelle de la région académique. Et ces services-là donc ont des personnels à la fois en rectorat, mais également en département, au plus près des territoires. Donc il y a dans chaque département un correspondant départemental de la DAC auquel on peut se référer. On peut bien sûr nous écrire, mais tous les chefs d'établissement l'année dernière, via la rectrice de région qui s'est manifestée à un niveau d'engagement très fort, tout le personnel d'encadrement et tout le personnel d'inspection a reçu cette information, a été formé sur des séances dédiées. Donc, a priori, les espaces numériques dont la manipulation peut être quelquefois un peu complexe, ben, on va être sincère quand même, hein, c'est pas spontané de rentrer dans Adage, même si certainement que nos élèves, eux, qui pianotent dans les applications avec une dextérité qui force quelquefois notre admiration. Donc c'est jamais simple. Donc s'il y avait du côté éducation nationale encore quelques difficultés, et il y en a chez certains, on est en contact avec nous et on les lève les unes après les autres. Il n'y a pas de problème avec ça. Très bien. Merci. Donc, on a les mêmes objectifs, la même finalité. Pour autant, peut-être que les entrées, les points de vue peuvent être différents. Du point de vue de la DRAC, du coup, quel est l'accompagnement, quelle est l'action qui est portée par... C'est bon, ça devrait fonctionner. Non, alors on échange. Peut-être que celui-ci... Merci, merci Thierry. Oui, alors effectivement, déjà, beaucoup de choses ont été dites, hein, qui fixent le cadre et qui expliquent cet événement, hein, qui a envahi notre quotidien maintenant et notre environnement de travail sur l'éducation artistique et culturelle. Du point de vue de la DRAC, donc moi je renouvelle vraiment cette volonté de travailler ensemble qui nous anime avec nos collègues de l'éducation nationale, plus largement les autres secteurs éducatifs qui permettent de toucher un maximum de jeunes dans le temps scolaire. Mais nous, du côté de la DRAC, on a aussi une casquette spécifique de contact avec le champ de la culture, avec les acteurs culturels. Donc ce message, on le fait passer aussi dans le travail qu'on mène au quotidien avec les acteurs associatifs ou quel que soit leur statut, avec les collectivités territoriales aussi, de façon à ce que voilà, tout le champ de l'éducation artistique et culturelle soit couvert, tous les partenaires de cette mission soient bien embarqués et puissent bénéficier de cette nouvelle ressource. Et ça, c'est vrai que c'est très important de le rappeler. C'est une ressource qui vient en plus des moyens que nous, collectivement, on consacrait déjà à l'éducation artistique et culturelle. Non, bien sûr. Non. Alors, le champ de l'EAC, effectivement, il est très vaste.
Il y a le spectacle vivant, voilà, les arts visuels, il y a aussi le patrimoine. Moi, je voulais dire un petit mot parce qu'on n'en a pas parlé, mais le pass culture, il permet aussi de découvrir les métiers de la culture. Il y a cette dimension-là aussi qui est fortement travaillée par la société pass culture, en lien avec les professionnels, de façon à organiser des temps d'échange en direct entre des jeunes, via leur application et des métiers voilà, du spectacle vivant bien sûr, mais aussi, du patrimoine ou voilà, de tous les champs de la culture. Donc ça, c'est effectivement très, très important pour nous. Le message aussi que nous, on fait passer côté DRAC, aux acteurs culturels, c'est que le pass culture, c'est une formidable vitrine de leur activité. Parce que ce qu'il faut aussi toujours rappeler, c'est que, bien sûr, on travaille pour la jeunesse, mais on travaille aussi pour tous les habitants d'un territoire, puisque vous pouvez aussi, quel que soit votre âge, télécharger l'application et voir ce qui se passe à proximité, de l'endroit où vous vous trouvez. Les offres, elles sont donc payantes et calibrées quelquefois pour l'utilisation du crédit offert aux jeunes, mais vous pouvez aussi les consulter sans utiliser de crédit si vous êtes plus âgé, et vous pouvez aussi consulter les offres gratuites. Maëlys Descazaux l'a dit tout à l'heure, c'est intéressant aussi, même quand on est un musée qui jusqu'à présent proposait des offres gratuites à des jeunes, de présenter ces propositions, les grands événements, les expositions temporaires, voilà, essayer de rendre visible, grâce à cet outil que tout le monde peut avoir dans sa poche, en proximité. Et puis quand on se déplace, quand on part en vacances, quand on est un jeune de 18 ans, on peut aussi, voilà, pendant l'été, aller dans des festivals en dehors de sa région. Donc ça, c'est très utile aussi à ce niveau-là. Et puis peut-être dernier point, parce que je pense que ce qui serait intéressant, c'est vraiment d'échanger avec vous, sur le pass culture, dans sa part collective, hein, comme le thème de notre journée, de notre matinée, c'est vraiment: est-ce que c'est un levier du 100%, c'est-à-dire de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle? Donc là, nous, on est effectivement confrontés à ce travail qui se fait en ce moment, d'intégrer les propositions des acteurs culturels dans le pass culture, la part collective. Et notre souci, alors c'est vrai que ça nécessite vraiment une expertise qu'on partage avec nos collègues de l'éducation nationale, c'est d'examiner les propositions qui sont faites par les acteurs culturels et de les intégrer dans le PASS, avec la préoccupation que ces offres conviennent à un public mineur, donc puisqu'on est là, on est vraiment sur de l'offre à partir de la 4e, et qui soit de l'éducation artistique et culturelle avec voilà, ce niveau de qualité qu'on a toujours souhaité et travaillé conjointement. Donc effectivement, on est alors ça va très vite pour un certain nombre d'acteurs qui sont déjà très bien identifiés, des acteurs conventionnés, labellisés pour le champ artistique classique, on va dire, que l'on connaît depuis longtemps, ou les acteurs de la culture scientifique aussi qui ont déjà l'habitude de travailler avec le champ scolaire. On voit arriver avec le PASS de nouveaux partenaires culturels. Donc là aussi, ça permet déjà de les découvrir. Ça nécessite quelquefois aussi un travail un peu en amont avec eux pour comprendre quelles sont leurs propositions. Parce que ça, c'est une opportunité, mais voilà, c'est quelque chose qui se travaille, comme on l'a toujours fait, nous, avant que le pass culture existe, hein. Quand une structure voulait intervenir auprès des enfants, ben, on les rencontrait avant. On comprenait quelles étaient voilà, leurs activités, leurs spécificités, leurs talents, le professionnalisme. Voilà, c'était important pour nous, et on continue à le faire aujourd'hui conjointement avec nos collègues de l'éducation. Voilà. Merci. Voilà, vous avez une présentation assez complète des partenaires publics, institutionnels, qui sont à l'origine à la fois du portage et de la mise en œuvre de cette politique. Maintenant, on va, si vous le voulez bien, entendre deux témoignages de terrain, je dirais. Voilà. Euh, Comme vous le savez, ou peut-être pas, donc il y a une labellisation qui a été mise en place par le ministère, qui s'appelle le label 100% EAC. Je parle de ministères, pardon. Et en Nouvelle-Aquitaine, là aussi, je parle sous le contrôle. C'est bien 16 lauréats, dont la ville de Bordeaux. Et donc, voilà, Catherine Duprat, comment ça s'est traduit Est-ce que c'est venu à la fois couronner d'une certaine manière, achever une politique, et puis en même temps peut-être la prolonger, et de quelle manière?
Oui, bonjour à toutes et tous. Pour la ville de Bordeaux, en fait, nous l'équipe, municipale actuelle avait inscrit dans son projet de mandat, la priorité sur les politiques jeunesse et la priorité sur l'EAC. Donc, nous, en fait, on a travaillé, l'EAC en amont, enfin l'ambition d'EAC en amont du 100. On avait commencé d'ailleurs à le faire exactement, j'entends là, j'entends toujours, voilà, toujours le bruit de fond, mais bon. Donc, on a commencé le travail exactement comme il vient d'être décrit par la DRAC Éducation nationale jusqu'alors, c'est-à-dire la ville a initié des ateliers de travail à partir de fin 2021 autour de l'EAC et comment on construisait ensemble ce projet d'EAC. Et quand la labellisation 100% EAC est arrivée, on s'est dit que c'était l'occasion d'abord de gagner du temps parce que il y a quand même une méthodologie de travail qui a été expérimentée ailleurs, qui est vraiment intéressante, et puis de confirmer cette inscription dans une dynamique collective en fait. Donc c'est pour ça que la ville a choisi de candidater. Donc, on a candidaté, nous, le projet, c'est l'EAC tout au long de la vie, mais la candidature 100% EAC et plus particulièrement sur les cycles 1, 2, 3, à l'exception des sixièmes, puisque la compétence de la ville se porte particulièrement sur ces écoles-là. Et sur les 3 temps de l'enfant, c'est-à-dire le temps scolaire, le périscolaire et l'extra scolaire. Voilà. Donc ça, c'est aussi important de le dire, parce qu'on a beaucoup parlé du temps scolaire ce matin, et l'EAC, il ne va pas se faire que sur ce temps scolaire. Donc c'est là aussi où il y a une petite complexité supplémentaire qui vient s'inscrire, mais qui en même temps est aussi une richesse. Voilà. Donc, évidemment, enfin, voilà pour l'EAC, l'ambition EAC de la ville. Très bien, merci. Je pense qu'il y aura des questions, mais peut-être qu'on va terminer ce tour de table avec Jean-Philippe Ibos, donc qui parle là au titre d'une compagnie, d'une équipe artistique qui donc s'est inscrit et a pu bénéficier selon 2 modalités en fait de ce dispositif du Pass Culture. Oui, donc bonjour. Donc nous, on est une compagnie de création, on fabrique des spectacles et on essaie autour de ces spectacles d'étirer, de déplier le fil de notre réflexion. Alors de pistes, un objet autour de nos relations aux écrans et un autre objet autour de notre relation à la nature. On a deux spectacles comme ça. Et on tire les fils de tout ça dans du travail avec des habitants, donc des collégiens, des lycéens, des écoles, et on monte avec un certain nombre de partenaires des actions où on essaie d'embarquer nos, nos complices du moment autour de comment on réfléchit à ces questions-là et comment on peut transmettre ces questions-là autour des écrans avec des jeunes. Ils ont leur point de vue, bon, nous aussi, on est effrayés par les écrans, ils le sont moins. Bon, voilà. Comment on peut transmettre à d'autres jeunes au sein d'un collège, par exemple, ces questions-là, autour de l'environnement, le réchauffement climatique, les dénis du réchauffement climatique, tout ce qu'on peut entendre, comment on peut transmettre un certain nombre de choses aussi entre jeunes et avec un petit groupe de jeunes avec qui on travaille auprès d'autres jeunes, de leurs parents, etc. Ça, c'est un peu notre mécanique de l'action, on va dire, artistique et culturelle. Ça associé à nos spectacles. Et puis, on a des petites conférences décalées qui nous permettent de porter ces projets-là et de lancer des actions. Alors, voilà un petit peu ce qu'on fabrique. Et l'année dernière, donc, après plusieurs années de travail dans un collège, on s'est retrouvé à monter avec les enseignants une sorte d'action assez rapide d'une journée. Enfin, là, on est venu 2 jours sur des conférences décalées autour des écrans, avec un musicien, un acteur, des vidéos faites par des jeunes autour des écrans, et puis un moment, voilà, de conférence pour 2 classes maximum avec un débat, du travail en amont avec les enseignants et la possibilité d'étirer le fil de ce travail sur après cette conférence. Qu'est-ce qui se passe après? On fournit tout un tas d'outils
pour, pour travailler là-dessus. Alors cette action-là, elle a été montée là, par exemple, au collège d'Ambarès, avec des gens qui nous connaissent très bien, puisqu'on a travaillé plusieurs années avec l'équipe d'enseignants, avec la CPE du collège et avec la responsable du CDI. Pourquoi je dis que c'est des gens qui nous connaissent très bien? Parce que il faut bien que cette action, elle démarre de quelque part. Donc elle démarre du fait qu'on se connaît déjà. Elle démarre du fait que les gens, l'équipe d'enseignants se dit, tiens, voilà 2 ans qu'on travaille ensemble, on avait travaillé sur les écrans, sur l'environnement avec eux, et on leur parle de notre conférence, c'est-à-dire d'une action qui va nous permettre de généraliser quelque chose auprès d'un niveau, là en l'occurrence le niveau des élèves de 4e, 4e, 3e c'était. Mais ça a été possible d'aller au bout de cette construction-là parce qu'on se connaît, parce qu'on a pris le temps de construire ensemble cette action, on s'est rencontrés autour de cette action et je dirais presque avant d'entrer dans le dispositif, tel que vous l'avez décrit. Hem, qui a un avantage, ce dispositif, c'est que cette action, on l'a imaginée, en plein milieu de l'année et qu'aucun autre dispositif n'aurait pu fonctionner en plein milieu de l'année pour lancer une action et que donc, oui, voilà, là, c'est formidable parce que ça permet, au moment où on a l'idée, quasiment de mettre en œuvre quelque chose. Bon, ça, c'est une première petite chose autour des écrans comme ça. Et puis une deuxième expérience en marchant, celle-là, puisque c'est pour l'année qui arrive, avec un lycée, le lycée, le LECPA là, de Blanquefort, donc, et avec l'IDAC, on est contacté pareil par des enseignants qu'on connaît aussi, qui nous connaissent bien, autour d'un projet, l'homme et la nature, environnement, comment parler de l'homme et de la nature, comment parler des dénis, voilà, de toutes les questions qui nous occupent aujourd'hui, avec 2 classes. On construit ce projet avec l'IDAC, donc dans un parcours art et environnement. Et puis, on se dit, une fois qu'on est arrivé, on met sur la table le nombre d'heures, d'actions, de rencontres possibles, etc. Et là, on arrive au bout de l'action que l'on peut monter dans le dispositif de l'IDAC et on se dit: «Ah, c'est quand même dommage de pas et faire une restitution finale et peut-être amener ces jeunes-là à réfléchir à un débat possible lors de cette restitution, à construire ce débat avec eux, peut-être amener un musicien pour qu'on puisse avoir une restitution qui ait une couleur un petit peu plus artistique, un peu plus finie, donc peut-être rajouter des heures, et cetera, et cetera». Et là, le Pass Culture nous permet de prendre le relais de l'action de l'IDAC, on le construit ensemble et on est en cours de mettre ça en forme pour aller, je dirais, au bout de cette action qu'on aurait finalement dans notre esprit pas arrêté avant, parce qu'elle aurait eu son chemin et son aboutissement, mais que l'on peut prolonger d'une certaine façon, que l'on peut amener un petit peu plus loin. Alors, bon, voilà, 2 petites actions comme ça très simples, de petits fils très simples. Nous, ce qui nous paraît important du point de vue de la compagnie, euh, c'est le fait de construire l'action avec les gens qu'on rencontre, les partenaires qu'on rencontre. C'est-à-dire, en l'occurrence, là encore une fois, l'IDAC, les enseignants, le CDI, les élèves que l'on va voir. On fait une première séance au cours de laquelle on va construire le parcours avec eux, une partie du parcours avec eux, et l'aboutissement de ce parcours, et notamment toute la partie débat autour du déni, autour de l'environnement, etc. Enfin, ce qu'on prépare sur ce projet. Et encore une fois, l'important pour nous, c'est ça, c'est cette co-construction. C'est-à-dire que puisse vraiment exister dans ce dispositif le temps où on fabrique ensemble. Et c'est-à-dire que dans ce que je vois de la mécanique là d'information, de généralisation, il y a un effet. On envoie une information dans un dispositif et une sorte de catalogue, et cette information est lue de l'autre côté. Nous, c'est vrai qu'on est compagnie de théâtre, notre rapport aux choses, c'est de se rencontrer, c'est de discuter, c'est de comprendre exactement le plus possible chez les enseignants, chez les gens qu'on va rencontrer, là en l'occurrence des enseignants ou dans leur relation avec l'IDAC autour de ce projet sur l'environnement, de comprendre exactement ce qu'on cherche et de pouvoir
dire, nous, ce qu'on fait, comment on le fait, ce qu'on veut essayer de faire, et qu'on arrive à tisser ensemble quelque chose. Et ça me paraît essentiel de pouvoir trouver à l'intérieur de ce dispositif cet espace-là, cet espace de la fabrication ensemble de l'objet. Voilà. Et ça me paraît très très important. En attendant, nous, c'est à chaque fois là qu'on freine. Voilà. Quand on nous appelle, qu'on nous dit « Ah, vous avez une conférence sur les écrans, quand est-ce que vous pouvez venir ?» Voilà, donc là, on freine. Voilà. Et on dit « Mais vous êtes qui ? Est-ce que vous me connaissez ? Est-ce que vous savez ? Est-ce qu'on peut se parler ? Est-ce qu'on peut se voir ? Est-ce qu'on peut… Voilà, en visio des fois, tant pis. Est-ce qu'on peut aller au-delà de cette juste petite chose quel jour vous pouvez venir, voilà, quel jour vous êtes libre voilà, et comment on peut faire. Et c'est très important parce que sinon ça n'a pas de sens, puisqu'on sait bien que dans l'attente, ce travail-là que nous on a envie de faire, et vous disiez que les compagnies aujourd'hui, la plupart des équipes, elles sont pétries de ça, c'est-à-dire de leur travail artistique et de l'envie de le partager, de le questionner, de partager les outils qu'on a forgés pour nous-mêmes, pour la fabrication de notre réflexion et de nos projets artistiques, de partager ces outils sur je dirais, comment on regarde le monde, comment on le comprend, voilà, avec quelle partie de documents ou quoi. On essaie de partager ça. Et c'est donc la question essentielle pour moi, elle est là. C'est d'arriver à garder, malgré la simplification que je comprends, l'aspect, je mets catalogue entre guillemets, c'est maladroit, mais cet aspect-là, d'arriver à garder l'espace où on construit ensemble, où on se parle, où on se comprend et où on essaie d'inscrire cette venue de la compagnie, que ce soit sur 30 heures ou sur une rencontre, une journée, avec quelque chose qui s'est passé avant et quelque chose qui va se passer après. Voilà, vraiment ce fil-là. Et le lien avec nos spectacles quand on les joue aussi, par exemple, ou des spectacles d'autres compagnies. Voilà. Enfin, comment on fait pour, effectivement, vous disiez tout à l'heure, continuer à s'inscrire tous ensemble dans des fils et des parcours culturels, voilà, hein, des parcours artistiques et culturels. Alors, deux retours. Le premier, c'est que le challenge de faire des interventions courtes a été vraiment respecté à la perfection. Donc, merci à vous toutes et tous. Et puis donc, Jean-Philippe, en plus, a problématisé la suite de notre discussion. Donc, voilà, ça ne sert à pas grand-chose. C'est tant mieux. Merci. Oui, je retiens peut-être juste la métaphore de tisser des liens, parce que le tissage, c'est articuler la trame et la chaîne, c'est-à-dire marier les contraires. Donc voilà, je trouve que c'est, pour parler de relations humaines, une métaphore très symbolique. Voilà, écoutez, maintenant, il nous reste une demi-heure, et on vous l'avait promis. Et voilà, donc la parole est à vous. Voilà. Alors, j'en profite pour remercier la personne qui nous accueille dans cette salle, qui fait partie de l'équipe d'Alca, dont j'ai oublié le prénom, pardon. Stéphane. Merci Stéphane pour ton soutien. Merci Stéphane, et bonjour. Je voudrais savoir s'il est prévu d'élargir le pass aux écoles élémentaires, parce que c'est quand même là que commence l'apprentissage de la culture aussi, quoi. Enfin, pas aussi, c'est là que ça commence. Moi, je m'occupe d'un festival d'art et de poésie qui s'appelle Expoésie, et c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de mal à monter des budgets, quoi. On est dans des cases, quoi, la région, les lycées, départements, collèges, etc. Donc il y a ce pass culture qui apporte un peu de souplesse peut-être, mais est-ce qu'il est prévu donc de l'élargir aux écoles élémentaires, parce que ils sont vraiment hyper réceptifs à cet âge-là, ils ne sont pas encore formatés, et je trouve ça toujours bizarre que ça ne démarre pas à la source, quoi, en fait. Je vous donne une réponse très brève. Ce qui est prévu, c'est de l'ouvrir aux classes de 6e et de 5e sur la part collective, vraisemblablement à compter de la rentrée 2023. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, rien n'est tranché sur la question du primaire.
Donc c'est à l'étude, vraisemblablement ça fera l'objet de discussions et d'échanges. La seule chose que je peux vous dire au nom de l'institution que je représente là, c'est que c'est en cours de réflexion. On a quand même chaussé des bottes de 7 lieues ces derniers mois. On est allé quand même très vite sur toute une partie de la jeunesse. Les élèves des écoles primaires ne sont pas démunis dans l'accompagnement qui est fait. Il y a des budgets dédiés qui accompagnent des appels à projets, côté éducation nationale comme côté ministère de la Culture, comme du côté des collectivités. Donc, on a des formes de contrats sur des territoires qui effectivement sont au plus près des enfants de la tranche d'âge que vous évoquez. Mais pour l'instant, sur l'extension du pass culture en primaire, il n'est pas possible de vous apporter une autre réponse que la mienne, fût-elle décevante. Peut-être je veux bien compléter pour la ville de Bordeaux. Ça fait partie de, en fait, les dispositifs, on parlait de tram et de chaîne, en fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Nous, par exemple, le AC, l'utilisation du pass culture, c'est une politique globale sur la jeunesse qui coordonne le pass culture, la carte jeune, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous connaissent, qui, elle, concerne la tranche d'âge 0-25 ans, et l'EAC fonctionne, les 3 fonctionnent ensemble, et je pense que, il faut peut-être pas vouloir faire rentrer tout, dans le pass culture. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils viennent participer d'une dynamique peut-être, plus générale. Et c'est vrai que sur les primaires, madame Darouzé l'a dit, il y a d'autres types d'aides, hein, nous, la ville, par exemple, sur notre ambition de 100 EAC, je ne l'ai pas, décrit complètement tout à l'heure, il y a, l'ambition d'avoir, des résidences d'artistes, dans l'ensemble de nos groupes scolaires et de nos crèches, l'ambition, d'avoir des marrainages et des parrainages, soit d'équipements culturels, soit d'équipes artistiques de l'ensemble de nos groupes scolaires. Ça, c'est financé sur des budgets de la ville, avec l'accompagnement de nos partenaires de l'éducation nationale et de la DRAC. C'est pas forcément utile que tout repasse chaque fois par le pass culture. Le pass culture, pour nous en tout cas, il est un élément contributeur d'un dispositif plus général. Et il crée une dynamique. Mais ça, c'est la ville de Bordeaux. Oui, bah oui, Nous, je on est parle à pour la Péri- ville de Bordeaux. on est à Désolée. Périgueux, je ne l'ai pas dit. Mais voilà. Mais peut-être justement pour vous dire que on est côté DRAC aussi très soucieux de faire en sorte que la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, ça commence dès le tout jeune âge, puisqu'en fait nous on a aussi la prise en compte des enfants avant l'âge scolaire, hein. Le lien avec les familles se fait quasiment dès la naissance, hein, autour de projets artistiques, d'éveil artistique et culturel. Et pour les plus jeunes, qui sont en âge scolaire plutôt, donc à l'école, on travaille beaucoup, avec les collectivités. Catherine, Darouzé l'a dit, mais je pense que c'est important de rappeler que tous les moyens qu'on a toujours mis sur l'éducation artistique et culturelle et qui se sont beaucoup renforcés ces dernières années, on les maintient et on a une attention particulière au premier degré, justement parce qu'il y a beaucoup de moyens qui arrivent sur le second degré grâce au pass. Donc c'est une façon aussi de dire que nous, côté DRAC et avec l'éducation aussi, on se dit, n'oublions personne. Effectivement, c'est massif ce qui se passe sur le second degré et ça le sera encore plus avec l'année prochaine l'arrivée dès les premiers âges du collège. Mais nous, on a aussi ce souci et parce qu'on sait qu'il y a des artistes qui sont très investis sur ces âges-là, justement, et qui ont des projets qui s'adressent aux plus jeunes. Donc, on les financera avec d'autres soutiens, qui sont les soutiens plus classiques, hein, des projets d'éducation artistique et culturelle, que l'on maintient, bien sûr, puisque les crédits sont toujours là. Donc là, c'est effectivement plutôt des appels à projets ou des contrats de territoire. On a une convention départementale de EAC avec la Dordogne. Donc, on a un cadre qui nous permet de travailler à l'échelon départemental. Voilà, on essaye de faire en sorte que tout le territoire néo-aquitain soit couvert par des conventionnements en matière d'éducation artistique et culturelle, parce que ça nous paraît important de travailler ce lien avec la collectivité locale. On touche comme ça d'autres temps de la vie que seulement le temps scolaire. Et on touche les familles, on travaille avec des acteurs plus diversifiés. Voilà.
On va quand même dire que c'est évidemment un prérequis, du label 100 EAC que l'on a évoqué, pour lesquels il y a 16 nouveaux donc lauréats qui sont les premiers lauréats de ce label qui est, tout récent puisqu'il a été annoncé en décembre 2021. C'est donc un prérequis que, le primaire soit évidemment pour les raisons que vous indiquez et que l'on partage, tous, soit couvert par, cette généralisation des parcours d'éducation artistique et culturelle. Elle revient dans le même sens de ce que tu as évoqué. Alors ça va peut-être être redondant, mais néanmoins, je pense que c'est extrêmement important parce que pour habitude, j'ai vu les dispositifs évoluer pendant 40 ans et un nouveau dispositif a tendance à venir peut-être en supprimer d'autres parce qu'on sait que les moyens ne sont pas toujours extensibles. Donc rappelez qu'effectivement, vous disiez madame que c'est important que les collégiens puissent avoir l'étincelle pour que ce travail de sensibilisation, de pratique puisse leur permettre dans tout le courant de leur vie d'être toujours en lien avec la culture, mais ça démarre très tôt. C'est à l'école communale que les choses commencent et doivent se faire. Et pour moi, l'école primaire, c'est le premier centre culturel communal. Rappeler cette nécessité, toujours et encore. Je le fais parce que je suis maintenant retraité, mais j'ai été pendant 20 ans directeur d'un pôle enseignement supérieur culture en musique au niveau de la région de Nouvelle-Aquitaine, le CFMI. Donc j'ai intervenu pendant 20 ans sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et je peux témoigner, c'est peut-être un peu à côté du pass culture, mais on est quand même tous ensemble engagés dans ce 100% EAC, permettre à tous les petits citoyens de 3 ans jusqu'à l'université de construire leur envie de pratiquer. Et je peux témoigner que c'est pas aussi simple que ça tout le temps. Il existe encore dans des académies, enfin dans ce qu'on appelait avant les inspections académiques, des règlements départementaux qui interdisent les interventions d'artistes en maternelle. Il y existe encore des règlements départementaux qui interdisent plus de tant d'heures d'intervention dans une année. Alors, on a intervenu de très, très, très nombreuses fois avec l'ensemble des CFMI auprès des ministères pour signaler ces dysfonctionnements, puisqu'il s'agit de dysfonctionnements. Et à chaque fois, on nous répond, les inspecteurs d'académie, enfin les DZN, font ce qu'ils veulent. Donc peut-être qu'aussi, il y a nécessité d'avancer ensemble, parce que je sais que c'est une histoire aussi de formation. Je suis intervenu personnellement à l'école supérieure où les IEN viennent se former, hein, au Futuroscope à Poitiers. Je peux dire que ce n'était pas du tout une priorité, mais pas du tout une priorité. Alors il y a ce long travail aussi en interne à faire auprès des cadres de l'éducation nationale pour leur rappeler que la culture, l'éducation artistique n'est pas un simple supplément d'âme, mais que c'est des compétences spécifiques et singulières. C'est pas simplement bien parce que ça permet de mieux comprendre les mathématiques ou que ça développe des compétences sur un plan psychosocial, je sais pas toi. Ça a des compétences spécifiques et que aucune autre discipline et matière ne permet. Voilà, c'est un long travail à faire, hein, de travailler ensemble, culture, collectivité, professionnels, intervenants, pour mieux comprendre quels sont l'ensemble des enjeux. Voilà. Alors, j'avais donc une autre question par rapport au pass culture spécifique, parce que donc j'ai une autre fonction, ce qui explique que je suis là aujourd'hui en tant que retraité, c'est que je porte des projets avec une compagnie et donc on est rentré dans Adage et on porte des projets. Est-ce que la règle des 15 heures d'intervention est une règle immuable? Est-ce que ça a été fixé? Pourquoi enfin, j'ai cru comprendre que au-delà de 15 heures, c'était totalement impossible. Enfin, à chaque fois, c'est ce que nous a dit l'inspection académique, c'est de toute façon, on ne pourrait pas faire plus de 15 heures dans une classe. Voilà, Alors, je vais, peut-être quand même avoir un petit mot pour vous rassurer. Merci pour votre, question et pour, d'ailleurs, l'éclairage un peu rétrospectif. On est, non pas dans un dispositif qui vient se substituer, mais qui vient se rajouter, avec, une priorité, et j'aurais peut-être dû, d'ailleurs, le contextualiser de cette manière en ouvrant la séance, ce matin. Une priorité qui est bien celle de la généralisation du 100 EAC, une priorité gouvernementale. Hem,
au service de laquelle est mis notamment le pass culture, mais la priorité est bien celle de la généralisation de l'éducation artistique et culturelle, des moyens supplémentaires qui ont été conséquents et un maillage très fin par la mobilisation d'outils complémentaires qui doivent nous permettre d'atteindre ce 100% EAC. Donc on n'est pas du tout là, contrairement à ce qui a pu être observé précédemment dans un effet d'éviction, un dispositif chasse l'autre. Là, on est dans une ambition générale au service de laquelle on mobilise tous les outils existants ainsi que les nouveaux. Et on a bien l'intention d'y parvenir parce que on partage, comme vous l'avez très justement dit, je crois tous, l'idée que c'est absolument essentiel d'y arriver. Peut-être, moi j'irai plus loin que vous parce que vous dites, ça commence à 3 ans. Pour nous à la ville, ça commence à la naissance, hein. Nous on commencera nos parcours, en tout cas on commencera, l'EAC à la naissance avec la toute petite enfance. On le sait aujourd'hui, toutes les questions autour des 1000 premiers jours de l'enfant, je crois que et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on aurait aussi des résidences d'artistes dans les crèches et cetera. C'est tout au long de la vie. C'est après chacun parle dans le Non, je ne veux pas vous couper puis monopoliser la parole. Bien sûr, c'est de la naissance jusqu'à la mort. parce que si vous Hein? discutez avec, Voilà. si vous Donc, discutez avec nos collègues de la petite enfance, ils vous diront que tout se joue les 1000 premiers jours. bien Ce qui sûr, est non, on a on beaucoup espère que non, d'intervenants, nous, dans mais les crèches. Donc c'est pas non, je disais juste, sur un plan psychologique, c'est autour de 6-7 ans que c'est incontournable qu'il y ait, à ce moment-là, une relation forte avec l'art pour que ça s'inscrive de manière durable. Voilà. Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Peut-être le tout petit complément que je peux apporter. Alors d'abord, je ne rentrerai pas dans les arcanes du fonctionnement de l'éducation nationale. Pas ce matin. J'ai rien fait pour mériter ça. Non, non, ça, je laisserai de côté. Pour vous répondre uniquement sur le premier degré, sachez que c'est vraiment une préoccupation partagée. Et sachez aussi que le pass culture n'est pas excluant du premier degré. Il est excluant dans le sens où, pour l'instant, le pass culture donc, ne se déploie pas dans le premier degré, mais que la mobilisation reste pleine et entière dans les rectorats autour du premier degré. Nous avons un appel à projet spécifique au premier degré et nos crédits ont quasiment été multipliés par 2 et leur déploiement, c'est la dernière session de l'appel à projet que nous avons fait sur tous les départements de l'Académie de Bordeaux et j'ose même dire sur les 12 départements de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Donc le premier degré fait l'objet de toutes les attentions et de tous les soutiens. En matière effectivement d'organisation, il se heurte pour l'instant dans son pilotage à l'institution elle-même. Mais nous avons vocation quand même à être une institution qui évolue. Nous formons nos cadres. Les IEN que vous évoquez, les conseillers pédagogiques départementaux, nous les rencontrons très régulièrement. Et eux aussi avancent et évoluent dans ce sens-là parce que Maëlys Descazaux l'a dit et je tiens à le redire, nous sommes vraiment dans une politique publique partagée sur cette jeunesse. Alors nous, on l'a fait démarrer à 3 ans parce que bon, ils arrivent dans les écoles maternelles à 3 ans. Donc, sachez quand même que cette continuité, l'élève ne faisant plus une traversée mais un parcours, cette continuité reste quand même l'objet de tous les soins et de toutes les attentions. J'espère que je vous rassure un peu. Alors, l'histoire des 15 heures, je la découvre ce matin. Je n'ai jamais entendu parler d'un verrou de 15 heures d'intervention. Jamais. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, sachez que sur Pass Culture, il y a pas de verrou d'intervention en nombre d'heures. Tout peut être co-construit avec la compagnie. Monsieur Ibos l'a rappelé. Donc, il n'y a pas de verrou sur les 15 heures. Et après, il faut regarder au cas par cas. Voilà, il faut se pencher sur chacune des situations que vous évoquez. Oui, bonjour, merci et merci pour toutes les interventions que je partage à tous les niveaux.
Armelle Elkaïm, donc moi je suis coordinatrice du contrat de territoire éducation artistique et culturelle à l'agglo de Rochefort. Alors, pour répondre sur les 15 heures vite fait, parce que je pense que vous êtes de Poitiers, monsieur. Voilà. Et je pense qu'on a été en lien. Alors, pour les 15 heures, effectivement, nous, dans le contrat de territoire avec la DRAC, au niveau donc, du Poitou-Charentes, on est sur un minimum de 45 heures d'intervention pédagogique. Et après, effectivement, c'est chaque collectivité qui porte le contrat qui oriente un petit peu avec l'éducation nationale sur le volume horaire d'intervention dans les classes. Et de manière générale, on constate qu'un gros projet, c'est 12 à 15 heures. C'est ce qu'on constate. Il ne faut pas non plus noyer les élèves dans une intervention trop lourde. Donc, c'est ce qu'on préconise. Mais par contre, le contrat est bien dit avec la DRAC que c'est un minimum d'intervention d'artistes en face-à-face pédagogique de 45 heures. Voilà, je ferme la parenthèse. Je te passerai la parole après, Martine, si tu veux. Moi, alors, je veux pas lancer une diatribe ni être trop critique. Juste sur le pass culture, nous, ce qu'on constate aussi, c'est que alors, je reviens sur l'histoire du catalogue et que l'écueil peut-être, c'est qu'on tombe sur de la consommation. Et c'est ce dont nous, enfin, c'est ce sur quoi on se bat, autant avec l'éducation nationale que la DRAC, que nous, collectivités, pour ne pas justement tomber dans cette consommation. Et on peut se rendre compte que certains chefs d'établissement, pour des raisons aussi pratiques et rapides, vont choisir une activité dans le catalogue et puis il n'y a pas cette construction. Et nous, Coordo EAC, on est complètement exclus de cette co-construction. Et pour nous, ça devient difficile en fait d'avoir cette coordination sur le territoire parce que même s'il y a adage, voilà, on n'a pas ce suivi-là et on n'a pas cette vision globale de ce qui se passe sur notre territoire. Premier écueil. Deuxième écueil, à l'encontre, on se rend compte aussi qu'il y a des pseudo-artistes qui émergent dans ce pass culture. Et voilà, ça peut aussi être un problème. Voilà, juste un constat. Sinon, sur le pass culture, moi, il n'y a pas de souci. Hein, j'entends évidemment, j'aimerais bien que ça se déploie sur les petites classes, mais j'entends. Par contre, j'aimerais savoir, sur le label 100% EAC, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est quoi 100%? Je vous propose de réfléchir à la réponse. On va prendre d'autres questions et puis peut-être qu'on les traitera peut-être collectivement de telle sorte qu'on pourra peut-être prendre davantage de questions. Alors, je vois que le micro circule là-bas, mais il y avait un monsieur qui peut-être était avant vous, si je veux respecter le... Ensuite, il y avait cette personne qui est là, et puis ensuite vous, si vous êtes d'accord. Merci. Bonjour, Benoît Pierre, collectif ACT. Nous sommes artistes associés du lycée pilote du Futuroscope à Poitiers depuis maintenant 1 an et demi avec une convention de 3 ans renouvelable. Sur essentiellement la question d'un laboratoire éducatif et artistique. Donc, dans certaines interventions, je trouve peut-être intéressant de dire quelque chose sur le pédagogique et l'artistique, en complément peut-être de ce qu'a pu dire Jean-Philippe Ibaud. Je crois effectivement très fortement à la question de la rencontre entre les acteurs éducatifs, pédagogiques et l'acteur artistique, qui, à mon avis, ne sont pas les mêmes. Il faut faire attention de ne pas être dans une confusion à cet endroit-là, pour pas que les artistes deviennent des prestataires de services. Et là, ça renvoie à la question du catalogue. Je pense que cette altérité qu'il y a entre l'enseignant et l'artiste peut être très productive auprès de la jeunesse, qu'il y a un espacement, ce ne sont pas les mêmes postures, ce ne sont pas les mêmes attentes. Et je crois que nous, artistes, ce qu'on peut transmettre le mieux, c'est les process de création, plus que des objets de création. Les objets de création, on les fait dans nos ateliers, certains dans des théâtres, d'autres dans l'espace public. Cette liberté qu'a l'artiste d'intervenir dans tous les espaces, d'une certaine manière de la vie, y compris dans les crèches, est très important à préserver. Et c'est pour ça que
j'ai un petit peu peur aussi de cette formulation 100% AC, parce que où est la ressource et la création? Hein, faut faire très attention aux symboliques, hein, parce on a eu pendant la crise des symboliques qui ont invisibilisé un certain nombre d'acteurs, dont les artistes. Donc il faut faire très attention à tous ces problématiques-là. Et donc, pour essayer de faire plus court, pour nous, le laboratoire, enseignants et artistes, réfléchit beaucoup à ces questions-là, y compris la question de l'artiste médiateur. Hein, parce qu'il y a beaucoup de formations de médiateurs artistiques et culturels, mais il y a très peu de formations sur la médiation faite par les artistes. Donc, qui est une spécificité particulière, justement sur la question que ce qu'on peut transmettre le mieux, c'est le processus de création. Puisqu'on a des attentes de transformer le monde, puisque je crois qu'on est tous conscients qu'on est peut-être au pied du mur, transformer, c'est important, et donc ça passe par le processus de création. Et là, il faut qu'il y ait de la porosité entre tous les acteurs, du temps long, des rencontres, et de la co-construction aussi avec les partenaires institutionnels. Voilà, merci. Très bien, merci Benoît. Je vous propose de continuer à enregistrer les questions. Et donc, à vous. Ok, alors nous, c'est juste surtout un cas pratico-pratique, puisque nous sommes une collectivité qui propose à la fois des offres individuelles et des offres collectives. Et ce qu'on a pu se rendre compte, c'est qu'au niveau des offres collectives, lorsqu'on construit l'offre avec un enseignant ou voilà, le chef d'établissement ou le collège, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance de la plateforme Adage. Même moi, qui suis sur la plateforme Espace Culturel, on explique davantage la plateforme Adage, et c'est donc nous qui avons dû expliquer la plateforme Adage aux enseignants, puisqu'ils ne comprenaient pas, il y avait un certain malaise et il y avait un manque de dextérité vraiment visible vis-à-vis de cette plateforme. Et même le référent culturel, lorsqu'il y a un référent culturel dans le collège, puisque ce n'est pas forcément le cas, n'est pas forcément au fait de l'actualité. Donc c'est vrai que nous, en tant qu'acteurs culturels, le fait d'accompagner en plus les enseignants, bon effectivement ça crée une symbiose entre nous et l'enseignant qui peut être intéressante, mais c'est pas forcément notre mission. Et c'est ce que je voulais savoir aussi avec vous, c'est de quelle manière vous impulsez voilà cette formation au niveau des enseignants pour leur faire vraiment prendre conscience de l'outil indispensable qu'est le Pass Culture. Je donne la parole à ma collègue. Je vais juste compléter ma collègue. Donc, on est sur la ville de Florac, pardon. Oui, de la même collectivité. On travaille ensemble, justement, tout petit, sur les offres pour les enseignants. Et je complète ce qu'a dit madame, que nous aussi, on constate un effet d'aubaine, en fait, une forme de guichet sur le Pass Culture. Et alors, je dirais le côté positif, c'est que ça nous permet de rencontrer des enseignants qu'on n'aurait pas forcément rencontrés par ailleurs. Mais il y a quand même, voilà, ce guichet fait qu'il n'y a pas de réflexion sur le projet, pas de partage sur le projet EAC. Et les enseignants vont juste le prendre, les élèves venir, et on a la sensation d'être un guichet, ce qui est quand même assez désagréable. Et donc, il y a effectivement un temps d'appropriation qui est assez long, donc des temps de formation qui sont demandés par les enseignants, les référents culture, par également le chef d'établissement. Et donc, voilà, eux nous demandent presque une plateforme unique, parce qu'ils voient qu'ils sont sur Adage, il y a plein d'entrées différentes. Et encore cette année, on a eu énormément de ratés entre l'entrée Pass Culture, l'entrée département, l'entrée Adage. En fait, ils sont vraiment paumés. Donc, il y a besoin de formation beaucoup plus complète, je pense, entre tous les acteurs, pour que toute la proposition, au niveau nous on parle surtout des collèges, voilà, et qui est complexe, soit complète. Merci. Et une dernière question, et Alors, puis en après on va fait, tâcher de garder ouais. un peu de temps pour y répondre, comme C'est vous êtes venu rigolo pour parce ça. qu'en fait, Allez-y. mon intervention avait un rapport avec ce qui vient d'être dit. D'abord, je voulais vous remercier pour la présentation, qui était juste un tout petit peu, à mon sens, idyllique. Mais voilà, c'est bien. Mais du coup, je voulais rebondir quand même sur l'histoire des formations. Ça a été. Alors, je ne me suis pas présentée. Martine Bézagu, coordinatrice départementale en action culturelle pour le premier et le second degré en Charente-Maritime. Donc, au niveau des formations, ça a été vraiment facile, on va dire, grâce à la mise en place des profs référents culture ces dernières années dans les lycées et les collèges. On a pu faire ces formations en visio, puisque c'était en fait tout ça. Je voulais vous dire aussi ça, c'est que, à mon sens, on a fait un pas, mais gigantesque. Là, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce qui s'est passé ces 2 dernières années par rapport à la mise en place d'Adage et par rapport à la mise en place du Pass Culture.
Enfin, moi, je trouve que c'est énorme. Bon, ça, c'est mon point de vue. Et donc, ça s'est passé pendant, en fait, ça a commencé avant le Covid, mais il y a une grosse part de toute cette mise en place qui s'est faite pendant la pandémie. Et du coup, ça a été certainement plus compliqué. Donc, par rapport au second degré, en ce qui concerne l'Académie de Poitiers, il y a eu des formations faites en visio et qui ont été vraiment suivies par tous les profs référents culture. Donc, Adage, ils s'en sont emparés. Le Pass Culture, ils s'en sont emparés aussi très vite. Mais alors, la grosse difficulté qu'on a eue, c'est le premier degré. C'est-à-dire que là, on s'est rendu compte qu'au printemps dernier, les IEN n'étaient même pas... Enfin, voilà, ils avaient entendu parler d'Adage, mais bon, pas plus que ça. Donc là, il y a eu un gros travail de fait là, ces dernières semaines, en tout cas sur le 17, pour justement que le Adage soit reconnu en fait en tant qu'application intéressante et comme outil qui peut vraiment être utile, parce qu'ils voyaient tous ça en fait comme une nouvelle application et quelque chose de très, très lourd et très difficile. Donc il y a vraiment eu quelque chose comme ça. Ensuite, je voudrais quand même remercier les 2 personnes qui m'ont sauvé la vie à maintes reprises. C'est Laïla Seganovic et puis Valentine Pommier du Pass Culture. Je ne sais pas si elles sont là, mais enfin, Oui, 1000 fois Valentine est là. merci, parce que franchement, sans vous, je crois que ça aurait été juste impossible. Et heureusement qu'il y a des petites mains comme ça, parce qu'en fait, c'est ça un peu l'écueil là de la présentation, c'est que j'ai quand même l'impression, et c'est normal, hein, que vous, les gens là qui êtes là, eh ben, vous êtes là-haut et en fait, nous, on est quand même les mains dans le moteur, en fait. Voilà, et c'est parfois vraiment compliqué. Et puis, je parle de moi, Éducation nationale, mais j'ai à côté de moi, enfin, puis autour, il y en a plein, des gens qui sont aussi sur le terrain, qui sont des gens qui représentent des territoires. Et franchement, ça a été un boulot énorme, ce que tous là, on a pu faire ces 2 dernières années pour que justement le Pass Culture et Adage soient reconnus en tant qu'outils intéressants. Parce qu'en fait, c'est bien beau de mettre des applications comme ça, mais voilà. Après, pour le catalogue, je suis aussi d'accord, il faut faire attention. Ouais. Et puis, je voulais encore dire, là, poser une question technique, je suis désolée, mais... Allez-y, la dernière. Ouais. Sinon, on n'aura pas le temps de vous répondre. Non, mais en fait, il y en a plein. En fait, il y a des territoires qui aident beaucoup financièrement, par exemple des conseils départementaux, sur des dispositifs particuliers. Par exemple, je vais citer Collège au cinéma, mais il y en a plein d'autres. Hein. Et du coup, il y a des chefs d'établissement un peu rusés qui finalement essaient en plus de l'aide d'un département, d'utiliser le Pass Culture ou d'utiliser Cité éducative, etc. Et moi, je voulais savoir en fait ce qu'il en était. Est-ce qu'il y a un positionnement politique? Parce que moi, perso, je leur dis, écoutez, non, ça c'est pas cool ce que vous faites, mais j'aimerais bien que en fait la DRAC et puis l'Éducation nationale aient un positionnement par rapport à ça. Ok. Voilà. Beaucoup de choses. Hein, oui, mais c'est qu'il y en a. Là, on pourrait y passer 10 jours en fait. Oui. J'ai pas. Nous non plus, on n'a pas prévu, mais on pourra peut-être se revoir. Je passe le micro pour peut-être pas des réponses complètes et totales sur l'ensemble des questions, mais en tout cas, premier niveau de réponse. Oui, merci beaucoup Thierry. Alors, je laisserai aussi la parole à mes collègues, bien sûr. Un élément de réponse sur le 100% EAC, parce que c'est vrai que c'est un peu une formule et qui est quelquefois malléable. C'est-à-dire qu'elle a des interprétations qui peuvent varier d'un endroit à l'autre, mais il y a quand même un objectif politique au départ qui est de faire bénéficier de l'éducation artistique et culturelle à 100% des enfants. Voilà, on va se dire ça, mais ça peut être, dans certains cas, des vrais parcours construits de A à Z, très structurés, très complexes. Quelquefois, c'est des actions d'éducation artistique et culturelle plus ponctuelles. Selon la façon dont c'est appréhendé, on a eu quelquefois ces positionnements un peu différents. Mais ce que je voulais dire, malgré tout, c'est que la rencontre, la pratique
Et l'acquisition de connaissances, donc les 3 piliers de l'EAC, rencontre avec les œuvres et les artistes, pratique artistique et culturelle et acquisition de connaissances dans le domaine des arts et de la culture, ça reste pour nous les fondamentaux de l'EAC. Et donc c'est ça en fait qu'on cherche à, à offrir, à donner la possibilité aux enfants de se retrouver en contact avec ça, avec ces objets d'EAC qui peuvent être plus ou moins structurés, co-construits. Donc il y a vraiment l'idée qu'on ne se ferme pas les portes de se dire il ne faut faire que ça. Et deuxième élément de la réponse, le pass culture n'est pas le 100% EAC. C'est-à-dire c'est un levier, c'est comme ça qu'on l'a présenté aujourd'hui pour la table ronde, mais c'est un outil qui est venu renforcer la capacité à avoir connaissance des offres. Effectivement, il y a un côté offre, on l'assume aussi. Hein, c'est vrai que ça a apporté, je pense, quelque chose de ce point de vue-là, mais ça ne remplace pas la co-construction de projets et ça ne finance pas tout le l'EAC non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous dites sur la construction de projets, la rencontre, les fils tissés, le fait de se voir, de se parler, ça reste fondamental pour l'EAC. Et ça reste des éléments pour nous consubstantiels des projets d'EAC. Et ce que le PASS apporte, c'est vraiment en plus la visibilité de l'offre culturelle, un outil numérique voilà, qui facilite la prise en main. Et ce que vous avez dit sur les éléments, hein, les objets un peu opportunistes du PASS, ou nous, c'est notre travail en ce moment avec l'Éducation nationale d'essayer voilà, d'avoir un avis expert sur ces propositions qui arrivent sur le PASS pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de choses qu'on n'aurait pas, nous, admis avant l'existence du PASS comme étant de l'EAC, parce qu'en fait, on reste quand même, nous, un peu les gardiens aussi de ce que c'est que l'éducation artistique et culturelle. On essaye, en tout cas, modestement. Mais vraiment, on a ce souci-là. On essaye aussi de... C'est aussi lié à la masse des crédits et des moyens qui sont arrivés grâce au PASS. Hein. C'est-à-dire que l'effet d'aubaine, effectivement, on l'a senti. On a vu des offres qui autrefois étaient gratuites pour les jeunes ou les enfants d'âge scolaire qui tout d'un coup, elles sont devenues payantes, c'est comme c'est étrange. Bon, voilà. Mais il faut avoir conscience de ça. On y travaille, on fait vraiment ce travail le plus sérieusement possible pour que l'outil soit le plus bénéfique possible aux enseignants, aux collectivités et aux artistes. Et les effets de bord, les effets pervers, on les a bien identifiés. Enfin, je vous remercie aussi de nous les remonter. Les difficultés techniques, pratiques, de connexion, d'entrée des offres, la complexité des outils, voilà, c'est sûr, hein, on est un peu on essuie les plâtres, hein, mais en même temps, c'est une vraie opportunité d'avoir ces outils-là parce que 100% des enfants d'âge scolaire, ça nécessitait en fait des outils. C'est ça aussi, c'est un peu comme Parcoursup en fait. On se dit que quand on arrive à 96% d'enfants qui ont le bac et qu'on veut leur donner la possibilité de s'orienter vers l'enseignement supérieur, il faut des outils parce qu'aujourd'hui, on arrive à des échelles qui nous permettent plus de le faire à la main, j'allais dire. Donc voilà, ça a des limites parce qu'on voit bien que c'est compliqué, mais vraiment, on est à votre écoute. On essaye de résoudre les difficultés et n'hésitez pas, effectivement, merci beaucoup à la société SAS Pass Culture qui fait ce travail de proximité et je passe la main. On doit rendre, oui, donc peut-être les deux Catherine peuvent apporter ou je sais pas. On va partager, on va être rapide Exactement. l'une et l'autre. Juste peut-être pour préciser ce que c'est, puisque vous nous interrogez sur qu'est-ce que c'est 100% EAC, ce que c'est pour la ville de Bordeaux, par exemple, puisque quand on candidate au 100% EAC, on dit sur quoi nous candidatons. Oui. Donc, pour la ville, c'est sur les 3 cycles dont j'ai parlé tout à l'heure, sauf la 6e, que chaque enfant, à l'intérieur d'un cycle, ait bien accès aux 3 piliers. Et ça, pour nous, c'est vraiment majeur, c'est les 3 piliers dans chacun des cycles et avec une notion de parcours. Après, je reboucle, je réponds sur le budget après, je reboucle avec monsieur pour éviter justement cet effet de je coche les cases. C'est pour ça que nous, on déploie des résidences d'artistes, comme on vient de le faire à l'école Modeste Testa depuis la rentrée. On déploie des parrainages, des marrainages, soit d'établissements culturels, soit d'équipes artistiques, pour qu'il y ait bien une construction d'une relation sur la durée, de proximité, et pas juste je coche mes cases. Voilà. Le budget, cette année, on va remettre à peu près 200 000 € pour une première année. Et surtout, j'en profite moi aussi pour dire, à la direction générale, nous avons une personne, Léla Indo, qui est là,
qui est à 100% sur la politique jeunesse et avec Marion Choc sur politique jeunesse et EAC. Donc effectivement, il ne faut pas se cacher, ça demande quelques petits moyens. Et mais on parle de 16 000 élèves, hein, donc sur le primaire à Bordeaux, on parle de 16 000 élèves. Aura fait les 3 piliers. Absolument. Absolument. C'est ça notre objectif. Voilà. Non. Non, pas forcément en même temps. Non. Après, ce sont des choix. Après, ce sont des choix. Et je partage ce qui a été dit 2 fois sur le pass, si on peut faire avancer, améliorer toujours les dispositifs. C'est vrai que aujourd'hui, nous aussi, on fait le même constat. On voit que le pass, la part collective du pass est utilisée, mais comment s'inscrit-il dans des parcours de AC? Ça, on ne le voit vraiment pas et on ne le maîtrise vraiment pas. Donc j'ai bien compris que l'heure de fin avait retenti, ce qui finalement m'arrange plutôt parce que je n'aurai pas à rentrer dans le marécage de Parcoursup, donc ça c'est très très bien, ça, on en restera là. Juste pour vous répondre, je crois qu'il n'y a pas de pratique qui ne soit susceptible de dérive. Donc soit on tient devant vous, et c'est ce qu'on a essayé de faire ce matin, la position d'une politique publique qui est une politique profondément républicaine, profondément généreuse, qui se soucie profondément de la jeunesse et qui y associe tous les responsables, chacun étant à la place où le législateur l'a mis. Donc, soit on porte ensemble cette dynamique-là, soit on regarde les endroits où inévitablement il y a des ratés, il y a des loupés, il y a des insuffisances. Bon. Donc, loin de moi l'idée de vous dire ce matin, Adage est accepté et maîtrisé par la totalité des établissements scolaires, par la totalité des chefs d'établissement, par la totalité des IEN, par la totalité des équipes. Je sais que c'est faux. Mais ce dont je voudrais vous convaincre ce matin, c'est que tous les efforts sont faits pour que tous les personnels de direction et tous les personnels d'encadrement se mobilisent sur la politique de généralisation de l'éducation artistique et culturelle. Et dans les indicateurs que nous avons en Nouvelle-Aquitaine, ces indicateurs nous réconfortent parce qu'ils nous disent qu'on est en train d'y arriver. Alors, on n'y est pas totalement pour tout le monde, on est bien d'accord. Mais on a quand même, je disais tout à l'heure, chaussé des bottes de 7 lieues. On a, ces derniers mois, fait des avancées considérables grâce à la mobilisation de tous. Il nous reste du travail de formation, il nous reste du travail d'information, mais ce travail à faire ne doit pas nous décourager parce que je crois profondément que la cause que nous défendons pour la jeunesse est une cause impeccable qui doit nous rallier tous. Bien, merci. C'est frustrant quand on doit s'arrêter. On peut descendre et on peut continuer à en discuter dans le hall. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute, votre participation. Merci à vous également, chers intervenants et intervenantes. Et merci à Alka pour l'accueil dans cette salle également. Bonne continuation, bonne suite de forum.